J'ai récemment lu 2 livres qui parlent du futur. Le premier, c'est What We Owe the Future, donc ce que nous devons au futur, de William MacAskill, le cofondateur de l'altruisme efficace. Et le second, c'est Survival of the Richest, donc la survie du plus riche, de Douglas Rushkoff, qui est un jeu de mots sur l'expression Survival of the Fittest, donc la survie du plus adapté, Darwin, tout ça. Et je me disais que ce serait intéressant de les mettre en parallèle. Donc What We Owe the Future, c'est un livre qui développe la philosophie long-termiste, qui consiste à prendre en considération non pas le long terme, comme on pourrait naïvement le penser, mais le très long terme. Ouais, donc le futur de l'humanité dans la turbo-civilisation galactique du cyberespace de l'an 40 000, en gros. Et l'argument principal, c'est que, vu qu'il y aura beaucoup d'humains ou de post-humains dans ce futur lointain, ouais, genre des millions de milliards, énormément plus qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une importance morale extrême à faire en sorte que ce futur advienne, déjà, et ensuite, à faire en sorte qu'il soit sympathique. Ouais, parce que bon, le futur saveur Dune ou Warhammer 40 000, bof, pas ouf. Bon alors, il y a plein d'aspects du livre que je trouve très critiquables, notamment sa défense de l'utilitarisme total, voir ma capsule à ce sujet dans la description. Mais, cela dit, je suis d'accord pour dire que ce futur lointain a une importance morale non négligeable, et qu'on devrait pas totalement s'en foutre. Alors, pour la partie préserver le futur, il s'agit surtout de faire en sorte que l'humanité ne s'autodétruise pas bêtement dans un futur proche, ce qui semble un peu plus difficile chaque année. Donc typiquement, une guerre nucléaire totale, ou une pandémie mondiale avec un virus ultra mortel fabriqué en laboratoire. Ou, à défaut de s'autodétruire, que l'humanité ne ruine pas tout son potentiel futur en tombant dans une dictature mondiale assistée par l'intelligence artificielle, par exemple, et dont il serait impossible de sortir. Bon, ça, c'est la partie préserver le futur, mais qu'en est-il de la partie faire en sorte que le futur soit sympathique ? Eh bien, par exemple, il y a un chapitre sur le concept de value lock-in, donc de verrouillage de valeur. L'auteur défend la thèse selon laquelle l'abolition de l'esclavage n'était pas inévitable, contrairement à ce que prétendent les partisans du déterminisme historique. Et l'abolition de l'esclavage, c'est un truc qui a été assez conséquentiel dans l'histoire de l'humanité. Dans le sens où, si ça n'avait pas eu lieu, le monde actuel serait sans doute significativement pire qu'aujourd'hui. Ce qui ne revient pas à nier les formes modernes d'esclavage, ou l'exploitation extrême de certains travailleurs. Mais ça peut toujours être pire. Oui, ça peut toujours être pire. Gardez ça en tête pour les prochaines élections. Et donc, si l'abolition de l'esclavage n'était pas inévitable, ça veut dire qu'on peut influer sur ce genre d'aspect historique très déterminant. Quel serait l'équivalent moderne de l'abolition de l'esclavage, qui impacterait le futur très lointain ? Bon, l'idée que défend MacAskill, c'est surtout qu'il ne faut pas être trop prompt à verrouiller certaines valeurs morales, et qu'il faut garder une certaine marge de manœuvre, oui, ok, mais il me semble qu'il ignore vraiment l'éléphant au milieu de la pièce sur ce sujet. Ce qui m'amène au second livre, donc Survival of the Richest. Alors, vous avez peut-être vu passer un article du Guardian sur le survivalisme de milliardaires, lien dans la description, qui se construisent des sortes de bunkers de luxe pour survivre à la crise climatique, ou à une guerre nucléaire, ou à une révolte mondiale liée à la pauvreté extrême, ou tout ça à la fois, mais tout en conservant leur confort de milliardaires. Faut pas déconner. Avec des idées sympas comme, par exemple, des colliers électriques sur leurs domestiques pour garantir leur obéissance. Et donc, Survival of the Richest, c'est la version longue de cet article. Pour l'anecdote, ce qui a motivé l'écriture du livre, comme raconté dans le premier chapitre, c'est le fait que l'auteur a été invité à une étrange réunion de milliardaires au milieu du désert qui voulaient qu'il soit l'un de leurs consultants pour concevoir leur bunker de luxe. Mais les réponses de Douglas Rushkoff étaient un peu trop socialistes à leur goût. Et donc, l'éléphant dans la pièce que William MacAskill ne mentionne pas, c'est le suivant. Si le futur est déterminé par ce genre d'individus, donc les technomilliardaires séparatistes qui préparent leur bunker de luxe, là, ce futur va vraiment puer la merde. Avec une organisation sociale comparable à celle du Qatar, par exemple, avec des ultra-riches et des quasi-esclaves. Et pas grand-chose entre les deux, voire encore pire. Et pourquoi MacAskill n'en parle-t-il pas ? J'ai une explication relativement parcimonieuse qui me vient en tête, et elle est pas jolie. Notamment le fait que ces projets d'altruisme efficace soient très largement financés par des technomilliardaires. Et il ne faudrait pas mordre la main qui nous nourrit. Cyril Hanouna, Vincent Bolloré, toi-même tu sais. Rappelons que MacAskill, derrière sa dégaine de gendre idéal, est quand même le type qui a convaincu Sam Bankman-Fried de se lancer dans la finance, afin de pouvoir donner beaucoup d'argent à des causes altruistement efficaces, alors qu'il voulait se consacrer à l'éthique animale, à la base. Un conseil qu'il a suivi au point de monter la plateforme de crypto-monnaie FTX, l'une des plus gigantesques arnaques financières de l'histoire récente, pour laquelle il risque à présent plus de 100 ans de prison.
tout en vivant frugalement dans un gigantesque manoir aux Bahamas, avec un jet privé, parce que bon, lorsqu'on est aussi altruistement efficace que lui, pourquoi se refuser ce petit confort ? Et c'est là la principale critique que l'on peut faire à la philosophie de McCaskill. Ça ressemble quand même beaucoup à une philosophie développée sur mesure pour les technomilliardaires, afin qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font, mais en se sentant moraux. Oui, infiniment plus moraux que l'activiste de base, même. Vous connaissez le concept de greenwashing, donc lorsque des grosses entreprises ultra polluantes comme Total installent 2 ou 3 éoliennes pour faire genre regardez, on agit pour le climat. Ben là, similairement, on pourrait parler de ethical washing. Donner un vernis éthique à ce que font les technomilliardaires sans changer fondamentalement la nature de ce qu'ils font. Ouais, genre, s'ils font du tourisme spatial, c'est pas du tout une continuation mégalomaniaque de leurs super yachts et de leurs voitures de luxe. Hein. Non, c'est pour préparer la colonisation spatiale, et donc le futur de l'humanité. Quand même, s'il vous plaît. Et je dis pas que c'est consciemment du ethical washing de la part de McCaskill, hein. Mais lorsqu'on touche des donations colossales de la part de PDG de la tech, on peut être subtilement incité à ne pas trop parler de certains sujets. De certains sujets comme ceux que développe le livre Survival of the Richest, par exemple. À savoir, l'idée qu'un monde qui serait gouverné de fait par des Elon Musk, des Peter Thiel ou des Sam Altman serait très probablement dystopique. Quand bien même, ces derniers se seraient eux-mêmes persuadés qu'ils font le maximum de bien. Et du coup, si l'histoire n'est pas déterministe, comme le défend McCaskill, et que nous nous trouvons à une époque charnière, un choix déterminant pour le futur lointain de l'humanité, ce serait le suivant. Est-ce qu'on va aller vers une société néolibérale extrême, avec une utilisation des technologies à la Black Mirror, une société avec des ultra-riches dans leurs bunkers de luxe climatisés, avec leur bonne conscience de philanthropes, et leur armée de domestiques qui ont librement consenti à mettre un collier électrique comme gage de professionnalisme? Ou est-ce qu'on va aller vers une société un peu plus sociale, avec des services publics de bonne qualité, une redistribution correcte des richesses, des contre-pouvoirs démocratiques robustes, une automatisation au service du plus grand nombre? Ouais, ce genre de truc. Parce que ça va quand même pas mal déterminer si le futur aura une gueule de dystopie cyberpunk ou un visage un peu plus sympathique et émancipateur. Ce qui m'amène à cette conclusion un peu paradoxale. Si on veut augmenter les chances que le futur lointain soit sympathique et non dystopique, la meilleure chose à faire, c'est d'améliorer la société actuelle, en faisant en sorte qu'elle soit plus juste, qu'elle ait une meilleure santé démocratique et qu'elle soit plus agréable à vivre pour la majorité des gens, et pas uniquement pour quelques multimilliardaires philanthropes et leurs philosophes de service qui leur susurrent à l'oreille qu'ils sont les êtres les plus moraux de l'univers parce qu'ils daignent lâcher quelques miettes de leur fortune à la populace. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.